Vous écoutez Interpol, les pirates du vol 648, deuxième partie. À Malte, un pirate de l'air palestinien menace de tuer un passager tous les quarts d'heure tant que les autorités empêcheront l'appareil de redécoller avec le plein de carburant. Une femme a déjà été abattue, mais les autorités maltaises refusent toujours de négocier avec les terroristes. À présent, 2 jeunes femmes ont été tuées de sang-froid. Abasourdis, les responsables maltais et le commandant de bord assistent, impuissants, à l'atrocité des événements. Je n'ai jamais éprouvé une telle colère dans mon existence. Annie Galal, pilote. J'avais le sentiment que l'on était en train d'abattre les membres de ma famille et que je ne pouvais rien y faire. Les forces de sécurité maltaises qui encerclent l'avion resserrent leur étreinte. Depuis le cockpit, Rezac les observe. Il a demandé qui étaient ces hommes. Et les autorités maltaises ont donné une réponse intelligente. Ils sont là pour vous protéger d'une attaque des Américains depuis les airs. Rezac hurle à la tour de faire reculer les soldats. Mais ils tiennent leur position. Les autorités lui disent qu'il n'a pas d'autre alternative que de se rendre. Il n'a aucun moyen de s'échapper. Si les terroristes tentent de quitter l'île, les avions de chasse américains basés en Italie intercepteront l'appareil et l'obligeront à s'opposer. La réponse fait enrager le terroriste. Rezac fouille le seau rempli de passeports. Les gens étaient appelés en fonction de leur nationalité. Anthony Lyons, passager du vol 648. Les Américains étaient naturellement les seconds sur la liste des exécutions. Drew William, un pêcheur américain, est appelé à l'avant de l'appareil. C'était un homme de très grande taille. Il mesurait probablement plus de 2 mètres. Quand il s'est dirigé vers l'avant de l'appareil, il paraissait nettement plus grand que Rezac. Je l'ai vu pointer son revolver sur sa nuque au moment où ils sont sortis sur la passerelle. Et il y a eu un coup de feu. Tout le monde s'est dit que William était mort. Miraculeusement, la balle défectueuse ne pénètre pas le crâne de William. Ce dernier reste immobile jusqu'à ce que Rezac referme la porte de la cabine, puis s'éloigne tant bien que mal de l'appareil. Alors que 2 autres Américains sont abattus, Anthony Lyons, un Australien, se demande qui sera le prochain. J'essayais d'élaborer un plan dans ma tête, au cas où je serais appelé à mon tour pour être exécuté. Si je devais me retrouver avec Rezac pointant son arme dans mon dos, je ferais un pas en dehors de l'avion et je me jetterais par-dessus la passerelle. Peu importe l'importance de la chute, c'est ce que j'allais faire. Au petit matin, Galal cherche à gagner du temps. Il demande la permission à Rezac de commander de la nourriture pour les passagers et de faire retirer les cadavres de la piste. Rezac donne son accord. À 8 heures du matin, un camion de restauration franchit le cordon de sécurité et livre de la nourriture au pied de la passerelle de l'appareil. Arrive ensuite une ambulance et les corps qui gisent sur la piste sont emmenés. Shoshana Elias est décédée. Renita Dabi est gravement blessée, mais miraculeusement, elle vit encore. L'ambulance emmène les corps à l'hôpital Saint-Luc. Il y a maintenant des heures que la situation est dans l'impasse. Malgré cela, Rezac ne montre aucun signe de faiblesse.
Les autorités doivent maintenant faire un choix décisif. Les gouvernements américains et égyptiens ont dépêché des commandos spéciaux à Malte afin d'aider à la libération des passagers. Le gouvernement maltais décide d'autoriser le commando égyptien à reprendre possession de son avion. Les forces américaines ne sont pas autorisées à se poser. Il y a maintenant près de 24 heures que le vol 648 a été détourné depuis Athènes. Les commandos égyptiens commencent à élaborer leur plan d'assaut de l'appareil. Ils n'ont que peu d'informations sur le nombre de terroristes qui se trouvent à bord, sur leur signalement et leur position au sein de l'avion. Leur mission n'a qu'un seul objectif, éliminer les terroristes. Ils vont donc créer une diversion en provoquant une explosion à l'arrière de l'avion. Ils pénétreront ensuite dans la cabine par les hublots situés sur chaque aile. À la nuit tombée, les commandos égyptiens se rapprochent de l'appareil. Ils s'efforcent de rester dans l'angle mort, derrière le cockpit, d'où Rezac ne peut pas les apercevoir. À bord de l'avion, les terroristes semblent sentir que quelque chose est en train de se passer. J'entendais les balles s'entrechoquer dans la poche de sa veste. Il s'agitait parce qu'il pressentait que quelque chose se tramait. Tandis que les commandos placent leurs charges explosives, ils ignorent que de nombreux passagers sont assis à quelques mètres de là, juste au-dessus de la soute du cargo. La déflagration se propage à l'arrière de l'appareil. L'explosion a détruit une partie du plancher de l'avion et a fait sauter tous les passagers qui se trouvaient dans cette zone. Une boule de feu s'est propagée à l'intérieur de l'appareil. Boussaïd, un des deux terroristes, est carbonisé par les flammes. Les commandos se ruent à l'intérieur de la carlingue. La déflagration blesse Hani Galal. Mais cherchant à repérer le dernier pirate de l'air, il dit à son copilote de s'enfuir par le hublot du cockpit. Lorsque Rezac fait irruption du cockpit, un des membres du commando le blesse. Galal lui tombe dessus avec une hache à incendie. Mais Rezac parvient à s'enfuir à travers la porte de la cabine. Galal retourne dans le cockpit. Il doit absolument quitter l'avion. J'ai ouvert la fenêtre du cockpit et je me suis laissé tomber. Près de 70 passagers sont piégés à l'intérieur de l'appareil. Désorientés par la fumée, succombant au gaz toxique et incapables de trouver une issue. Lyons s'échappe en rampant jusqu'à la porte de la cabine et se laisse glisser le long des marches de la passerelle. Il se réfugie sous un véhicule pour ne pas être pris comme cible par les soldats du commando. Je retenais mon souffle. Quand j'ai commencé à respirer, je me suis mis à suffoquer. Sur le tarmac, Galal est pris en main par les secours. C'était un spectacle horrible. J'ai essayé de retourner dans l'avion pour évacuer des passagers, mais c'était impossible. Je ne pouvais pas entrer dans l'appareil. Ce fut un moment vraiment pénible, parce que j'ai réalisé que ceux qui étaient restés dans l'avion étaient morts. Lyons tente de se mettre à l'abri, mais un des membres du commando le braque avec son arme. Les soldats ignorent combien sont les terroristes et ne disposent pas de leur signalement. Les secours emmènent les blessés du vol 648 à l'hôpital Saint-Luc.
Les services sanitaires estiment que sur les 56 passagers qui ont péri au cours de la tentative de sauvetage, 4 ont malheureusement été tués par les tirs du commando. Plus d'une cinquantaine d'entre eux sont donc morts asphyxiés par les émanations toxiques liées à l'explosion. Les autorités maltaises et le commandant Galal identifient rapidement le corps calciné de l'un des terroristes. Salim a été tué par l'officier égyptien de la police de l'air. Boussaïd est mort dans l'explosion. Seul Omar Rezac manque à l'appel. À l'hôpital, Anthony Lyons identifie Omar Rezac au service des soins intensifs. J'ai dit à l'officier qu'il s'agissait d'un des pirates de l'air. J'ai ajouté que je pouvais m'en occuper personnellement tout de suite en arrachant les tubes. C'est vraiment ce que j'ai éprouvé en voyant ce type. C'est comme cela qu'ils ont su qu'il détenait Rezac. Annie Galal confirme les dires de Lyons. C'est bien Rezac. Il était gravement blessé. Son cœur était touché. Quand on m'a emmené l'identifier, je lui ai dit en arabe « Tu vas te remettre et tu vas revenir en Égypte avec moi. » Je lui ai dit délibérément « Remets-toi parce que je vais te ramener et nous avons une corde qui t'attend. » Omar Rezac est directement responsable de la mort de dizaines de personnes, y compris celle d'un citoyen américain. Les États-Unis et le gouvernement maltais veulent tous deux juger Rezac pour meurtre. Mais ce sont les autorités maltaises qui mènent l'enquête. Le FBI fournit des experts médico-légaux afin d'aider les Maltais à analyser l'épave. Ils examinent minutieusement l'appareil carbonisé, accumulant les indices contre Rezac. Dans le laboratoire, une empreinte digitale trouvée sur une des fenêtres du cockpit est authentifiée par les experts comme appartenant à Rezac. De retour à Malte, le commandant Annie Galal témoigne contre Rezac lors de son procès. Lorsque vous tuez des femmes et des enfants de la sorte, vous ne pouvez bénéficier de la moindre circonstance atténuante. Il doit être traduit en justice et être puni pour ses crimes. En novembre 1988, Omar Rezac, accusé de meurtre, plaide coupable. Selon la loi maltaise, il est condamné à 25 ans de réclusion sur l'île. Mais le terroriste n'accomplira jamais la totalité de sa peine. Après 7 années d'emprisonnement, le gouvernement maltais envisage la libération du terroriste sanguinaire dans le cadre d'un programme d'amnistie générale. À Washington, des agents du FBI réexaminent le cas de Rezac avec Joseph Valder, qui agit comme plaignant pour le compte du ministère public. L'agent des services secrets Bob Clifford. Pour les États-Unis, il était parfaitement inacceptable que le responsable de crimes aussi horribles, ayant fait tant de victimes, soit relâché au terme de 7, 8 ou 9 ans de prison. Rezac a agressé et tué un citoyen américain. Les États-Unis sont déterminés à lui faire payer ses crimes. Notre tâche était de mettre en évidence une violation de la loi américaine afin de pouvoir engager des poursuites contre Rezac dès l'instant où il serait relâché. Faust et Valder rencontrent les responsables maltais. Ils reçoivent l'assurance de la part du gouvernement que Rezac ne sera probablement pas libéré avant au moins 3 ans. 2 jours plus tard, les tribunaux maltais le relâchent. L'agent des services secrets, Kevin Faust. J'avais le sentiment d'avoir été trompé. Nous avions rencontré les autorités maltaises 48 heures auparavant et nous avions la garantie de disposer de 3 années pour trouver un moyen d'extrader cet homme vers les États-Unis afin qu'il soit traduit en justice. Et voilà que subitement, il était parti. Je me suis dit en moi-même, ce terroriste entraîné, dévoué,
qui a mené cette attaque horrible sans le moindre remords, est relâché dans une région du monde dans laquelle il disposait de nombreux contacts. Pourquoi ne récidiverait-il pas? Peu après sa libération, les autorités maltaises perdent sa trace. Il n'était pas question qu'il disparaisse une fois libre. Cet homme avait tué de nombreuses personnes de sang-froid. D'une manière ou d'une autre, peu importe où ni par quels moyens, nous allions lui mettre le grappin dessus. Il le fallait. 48 heures ont passé. À présent, Rezac peut se trouver n'importe où dans le monde. L'agent Clifford s'adresse à la seule agence qui dispose des moyens de lui venir en aide, Interpol. Cette notice a été transmise à tous les membres d'Interpol par le biais du Bureau central national afin d'alerter tous les pays que Rezac était susceptible de traverser. Il devait être appréhendé afin que les États-Unis puissent demander son arrestation provisoire et son extradition. En transmettant l'information à travers le monde aux pays membres d'Interpol, les enquêteurs retrouvent la piste de Rezac grâce à un tuyau émanant d'une source improbable. Selon les services de renseignement russes, par l'intermédiaire de leur bureau d'Interpol, Rezac a fait une réservation à bord d'un vol Aeroflot à destination du Soudan via le Ghana et le Nigeria. Il voyage sous un faux nom. Rezac se rend à Accra, au Ghana, mais les autorités, alertées par l'ambassade maltaise, l'attendent à son arrivée. À présent, le département d'État américain doit attendre que le Ghana le relâche, ce qui est peu probable. Une des victimes du vol 648 était ghanéenne. À l'époque, le Ghana n'était pas convaincu de pouvoir ou de vouloir le juger pour la mort de ce citoyen ghanéen en 1985. Les Américains craignent qu'en étant jugé au Ghana, Rezac parvienne encore à échapper à la justice. Cet homme est un animal, un terroriste. Il a assassiné des gens, il a violé nos lois. Donnez-le-nous sur la base des traités existants et nous le ramènerons aux États-Unis. Les jours se sont succédés, une semaine, 2 semaines, mais au bout du compte, le Ghana n'a jamais permis au FBI d'arrêter Rezac. 4 mois plus tard, en juillet 1993, l'agent Clifford reçoit un coup de téléphone ahurissant. Le gouvernement ghanéen nous a informé qu'il allait relâcher Rezac. Sa libération serait effective sous 48 heures et c'était à nous de nous débrouiller pour lui mettre la main dessus si nous voulions qu'il soit interpellé par le FBI. Nous avons immédiatement mis sur pied une équipe d'interpellation. Nous savions que sa prochaine escale était Lagos, au Nigeria. L'équipe chargée de l'interpellation prend rapidement connaissance de l'itinéraire de Rezac. Il s'est envolé de Malte pour le Ghana, d'où il doit rejoindre le Soudan en faisant escale au Nigeria. Le gouvernement du Nigeria a accepté de coopérer, mais à cause des émeutes de la population civile, la situation dans le pays est instable et dangereuse. Nous espérions que le gouvernement qui nous avait accordé la permission de venir chercher cet homme serait encore en place à notre arrivée et au moment de notre départ. Nous savions, au moment de quitter Washington pour le Nigeria, que si nous le rations sur place, nous ne le reverrions plus jamais. Notre unique chance était de l'arrêter là-bas, parce que s'il n'était pas pris à cet instant précis, s'il y avait ne serait-ce que 2 heures de décalage dans les vols, ou si nous prenions du retard à cause d'un problème quelconque de l'appareil, il se serait envolé. Quelque temps après, l'avion de Rezac atterrit à Lagos. Il est entre les mains des autorités nigériennes. Mais sous la pression des États-Unis, la police nigérienne remet le terroriste aux agents du FBI. Omar Rezac est enfin détenu par les autorités américaines. J'ai eu affaire à de nombreux terroristes, et j'en ai arrêté plusieurs.
Mais Rezac se distingue par son engagement. Lorsque vous avez affaire à ce genre d'individus, il faut être très prudent parce qu'ils sont prêts à mourir pour ce en quoi ils croient. Le 21 juin 1996, Omar Mohamed Ali Rezac comparaît devant le jury de la cour de la ville de Washington. Anthony Lyons a été sollicité comme témoin. J'ai répondu que j'étais prêt à venir à la nage. Il doit, avant tout, identifier Rezac dans une rangée de personnes. Le jour de cette confrontation, je le revoyais pour la première fois. J'ai vu son visage et je me suis dit, c'est bien toi, cette fois on te tient. Le 19 juillet 1996, le jury reconnaît Omar Mohamed Ali Rezac coupable de détournement d'avion. J'étais dans la salle le jour où le verdict a été prononcé contre Rezac. J'ai éprouvé un sentiment incroyable, vraiment incroyable. Rezac est condamné à la prison à vie. La justice a été rendue. Agent spécial Bob Clifford. Rezac est dans une prison haute sécurité et subit un régime d'isolement cellulaire. Il en sort uniquement pour se rendre dans une cellule à éclairage zénital. Mais quand on considère l'horreur et la brutalité des actes qu'il a commis, abattre des femmes dans la tête à bout portant, sans éprouver le moindre remords pour ses crimes, rien ne saurait être trop dur pour un animal comme celui-là. À la suite du violent détournement du vol 648 d'Égyptaire et d'autres attaques terroristes du même genre, le monde ne considère plus le terrorisme comme un acte de guerre, mais comme un crime. Interpol peut désormais mettre en œuvre l'ensemble de ses vastes ressources afin de localiser et d'arrêter les terroristes où qu'ils se cachent. Vous venez d'écouter Interpol. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Interpol est un podcast coproduit par Initial Studio et New Dominion Pictures, adapté de la série documentaire audiovisuelle éponyme produite par New Dominion Pictures. Cet épisode a été écrit par Alison Herkelens. Il a été réalisé par Stuart Taylor. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Marie Agassan. Montage, Johanna Lalonde. Avec la voix d'Alix Martineau.